Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs que vous connaissez, qui sont toujours là pour décortiquer l'actualité avec nous. Nous avons aujourd'hui choisi pour vous trois sujets, dont deux au plan national. Évidemment, le premier sujet, c'est le sujet concernant l'attaque du convoi de la mine d'or de Semafo qui a fait plusieurs dizaines de morts. Nous allons donc revenir de façon large en tout cas sur ce sujet-là. Et puis, second sujet, il s'agit de la levée du mouvement d'humeur au niveau de la santé. Le CHINSA a demandé donc au personnel de santé de reprendre du service. Et puis, en dernière position, il s'agit de la sortie du président béninois Patrice Talon qui est revenu sur les réserves du franc CFA au niveau de la banque du Trésor français. Nous allons donc parler de ce sujet-là avec mes invités que j'ai avec moi autour de ce plateau. J'ai pour commencer Parfait Silga. Parfait Silga est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à côté, André-Eugène Ilboudo, le directeur de la radio des écoles. Et puis enfin, dernier invité, Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, le directeur de publication de l'opinion, qui est un journal qui paraît désormais en ligne. Lengani Isaka, ça fait un beau temps qu'il n'est pas sur ce plateau. Merci d'être là. Ensemble, on va donc suivre cette émission, mais en commençant par cet élément-là qui, forcément, fait beaucoup d'émotions. Certains se sont murés dans un silence presque assourdissant de mélancolie et de douleur. D'autres ont eu du mal à retenir leurs larmes. Je veux voir le corps de mon mari là. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça ne nous arrange pas, s'il vous plaît. L'émotion puis la colère face à l'inorganisation effarante du gouvernement. Combien de temps ils ont mis avant de publier un communiqué? Il a fallu que la mine, c'est ma faute ou c'est quoi, depuis le Canada, qui a sorti une lettre officielle pour faire sortir ce pays-là, quand même. L'exaspération des familles des victimes est aussi due au nombre élevé de personnes tuées par les terroristes. On parle de 38 morts. Pour le moment, tous travailleurs de la mine de Semafo, le plus lourd bilan depuis 2016 et le début des attaques terroristes. Quelques mois plus tôt, en août, c'est l'attaque du détachement militaire de Koutougou qui faisait 24 morts. C'est la guerre. Elle n'épargne personne, civil comme militaire. L'hydre terroriste frappe sans distinction et ses tentacules presque immortels repoussent à chaque fois qu'on en coupe une. L'exemple de la région de l'Est est édifiant. Après Otapouanou, la situation n'a pas changé. Les populations sont sous le choc. Je ressens vraiment une douleur. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Bon, il faut vraiment prendre des dispositions pour qu'on évite le carnage à l'avenir. Passé l'émotion, place à l'analyse. Froide. Première question. Que peuvent nos armées? Elles sont en reconstruction tout en combattant. Toute la difficulté est là. En 2008, au cours d'une réunion sur la sécurité dans l'espace UEMOA, un expert asiatique dira ceci. Une trentaine de bons militaires ukrainiens surentraînés viendra à bout des armées de 8 pays de l'UEMOA en à peine 45 minutes. Avant de conclure, vous n'existez pas sur la carte. Il faut reconstruire les armées vite et bien. Deuxième question, que font nos politiques? Ce qu'ils peuvent. Tâtonnement, manque de stratégie, de rigueur. Faire un simple communiqué fiable après les attaques donne lieu à toutes les formes d'élucubration. Il faudra commencer peut-être à s'organiser et prendre des décisions. Troisième question, et l'armée française dans tout cela? On retiendra qu'après l'enlèvement de ressortissants français au Bénin, les terroristes avaient été suivis kilomètre après kilomètre, même pendant la nuit noire du désert burkinabé où une action a été menée pour libérer les otages. Des forces françaises curieusement aveugles quand les terroristes se déplacent par centaines sur le territoire burkinabé et malien. Quel est leur rôle? Le débat est déjà posé et il mérite peut-être d'être approfondi. Il y a aussi le G5 Sahel qui multiplie les réunions pendant que les terroristes multiplient les attaques. Et les populations alors? Résister, résister, résister. Mais comment? Alors, merci à vous. Parfait Silga, à ce jour,
qu'est-ce qu'on doit retenir comme bilan? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres, on ne va pas dire qu'il y a une guerre des chiffres, mais c'est tout comme. Officiellement, on parle de 38, on parle de 47, on parle de 108. Qu'est-ce qu'il en est exactement dans la pure vérité? Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées. Et je voudrais aussi compatir à la douleur des familles parce que c'est ça qui est le plus important. Des familles entières ne vont plus revoir un être cher, peut-être un pilier de la famille. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, pour la question que vous posez, je ne saurais répondre à votre question. Je m'en tiens aux chiffres qui étaient annoncés par les autorités. Mais certainement, ce qui est malheureux, évidemment, c'est que le chiffre, probablement, le bilan va s'alourdir parce qu'on parle de 60 blessés et certainement, parmi les blessés, il y a des blessés graves. Et c'est certainement que le bilan va s'alourdir. Donc, pour le moment, on ne peut que s'en tenir aux chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement. D'accord. Mais est-ce que on peut dire qu'il y a une bonne gestion à ce niveau-là? Parce que là, on a vu dans l'élément déjà que les parents des victimes se plaignaient de la lenteur ou de la lourdeur ou du manque vraiment de réaction rapide du gouvernement pour communiquer sur ce qui s'est passé, communiquer sur des éléments essentiels. Est-ce que ce n'est pas dans la même logique toujours qu'on cherche à cacher peut-être des chiffres? Donc, je pense que quand on regarde effectivement ces familles, elles ont tout à fait raison. Quand vous perdez un être cher et que les informations vous parviennent par les réseaux sociaux ou par la société, avouons que ça peut être effectivement très difficile à passer. Parce que effectivement, c'est le gouvernement qui doit porter cette responsabilité, qui doit être aux avant-postes, effectivement. Mais évidemment, l'information n'a pas été très bien gérée. Quand on regarde, on a eu quand même plusieurs heures avant qu'on puisse sortir un communiqué, avant qu'il y ait des actions. Et puis bon, il y a aussi l'action du procureur qui a dit aux familles, attendez pour qu'on puisse l'identifier avant de vous remettre les corps. Je pense que ça n'a pas été très bien compris par certaines familles. Les gens voulaient effectivement récupérer les corps, les dépouilles mortelles rapidement pour procéder à l'inhumation. Le procureur, en ouvrant l'enquête de flagrance, a dit « Attendez, nous allons identifier les corps avant de pouvoir les mettre à votre disposition. » Donc, ça n'a pas été très bien compris. Mais je pense que il faut, dans ce genre de situation-là, qu'on cherche à améliorer ce qu'on a. Il ne faut pas que les mêmes critiques reviennent à chaque attaque. C'est-à-dire qu'à chaque attaque terroriste qu'on a, on dit oui, le gouvernement n'a pas bien communiqué. Mais il faut à un moment donné que les choses soient plus huilées, que la dynamique, que les procédures soient revues pour qu'effectivement, au moment où ça se passe, à quelques heures, enfin 1 heure après, on puisse avoir les éléments de détail. Mais il y a quelque chose d'important que je voudrais souligner ici. Tout le monde voit la responsabilité du gouvernement, c'est vrai. Mais personne ne regarde que pour un tel convoi. On va arriver tout à l'heure aux responsabilités. La responsabilité la sémaphore. Sur la question, est-ce que quelqu'un a un bilan tout autre que le bilan officiel? Parce qu'il y a il y a des chiffres officieux qui circulent. Effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui circulent actuellement. Et contrairement à Parfait, moi je crois qu'il faut qu'on dépasse actuellement le stade des pleurs sur les morts. Parce que les morts sont morts, on regrette, on a beaucoup de peine. Mais je suis convaincu que même les ayants droit et les parents de ces morts-là, leur prière aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'il n'y ait pas d'autres morts qui suivent leur mort à eux. Je pense que c'est ça la grande prière aujourd'hui, c'est ça le profond désir aujourd'hui, c'est ça le grand sentiment aujourd'hui de ceux qui se sentent concernés par la situation. Parce que ce qui est arrivé est dramatique, mais comment faire en sorte comment prier Dieu, parce que finalement, on s'en remet à Dieu.
Mais pourquoi Dieu est-il si silencieux? Je pense que c'est la question que nous devons avoir le courage de nous poser. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos pleurs? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos douleurs? Pourquoi il ne répond pas? Je pense que c'est une grande question que nous devons avoir le courage de nous poser. Et si nous répondons sincèrement à cette question, nous allons commencer à avoir le début de la solution. Bon, maintenant, sur la question des chiffres, bon, cela montre le manque de confiance que nous avons vis-à-vis de nos autorités. Sinon, en principe, si la voix officielle dit qu'il y a 10 morts, nous devons nous en contenter et être convaincus que c'est 10 morts. Mais parce qu'on ne croit plus à la parole de l'État, on ne croit plus aux autorités, aux paroles des autorités, qu'aujourd'hui, quand elles donnent un chiffre, bon, il y a des gens qui s'amusent, des mauvais esprits qui s'amusent à en fabriquer, mais il y a aussi, malheureusement, que ça tombe quelquefois sur la réalité. Et donc, c'est ça la situation aujourd'hui. D'accord, merci. André Génie-Boudou, sur ce sujet. Bon, je crois que Parfait l'a dit, je crois que nous tous nous associons à la douleur et nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Je crois que pour les chiffres, personnellement, je crois en ce que la justice a dit. C'est le procureur du Faso qui a dénombré les morts et qui a donné l'identité des personnes qui ont perdu la vie. S'il y a des gens qui estiment qu'il n'a pas tout donné, c'est à eux de donner l'identité de ceux qui n'ont pas donné les noms. Et comme ça, le procureur du Faso prendra les relais pour ajouter le nom des gens qui ne sont pas sur sa liste. Je crois que sinon, on va verser dans la rumeur et on va servir l'ennemi. L'ennemi aurait aimé qu'on dise que tous les Burkinabés sont morts. Je crois qu'il ne faut pas que nous jouons à contenter l'ennemi. C'est ça qu'il veut. Qu'on publie 200 morts, 800 morts, 1000 morts, parce que lui, il va se bomber la poitrine. Je crois que la justice, le procureur du Faso, n'a aucun intérêt à omettre le nom d'une personne qui est décédée. Je ne vois pas son intérêt. Il n'a pas intérêt à en rajouter non plus. Donc je crois que tous les Burkinabés devraient avoir le courage de dire, peut-être que ce serait le ministre de la Communication qui aurait donné les chiffres, on peut dire, mais quand même c'est l'autorité de la justice. Donc je crois que moi je me contente de ce qu'il a dit et il a publié l'identité des gens. S'il y a des gens qui estiment qu'on n'a pas mis des noms, qu'il envoie les noms à monsieur le procureur du Faso, qu'il va dire. Cela dit, ce qui nous arrive, on en a parlé plusieurs fois. Et je crois que, vous savez, je ne suis pas très spécialiste dans la communication, mais on ne gère pas la communication d'une guerre comme on gère la communication d'un bar dancing. Il y a des spécialistes formés pour gérer la communication de guerre. Et ce n'est pas fait par le dernier des journalistes qui vient de sortir de l'ISTIC. Ce sont des gens qui sont rompus à la gestion. Mais le Burkina n'en manque pas, le gouvernement est saturé, il allait même saturer les gens. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, si on ne gère pas bien la communication de guerre, les touristes vont nous gagner. Parce que c'est sur ça qu'ils jouent. Donc il faudrait des spécialistes de communication de guerre qui se mettent au travail. Et la seule chose que l'on peut supplier le gouvernement, c'est d'utiliser les compétences burkinabées qui existent pour nous aider tous. Ce n'est pas une affaire de copains-copains, ce n'est pas une affaire de copines. La nation aujourd'hui est en péril et la nation a besoin de toutes les forces et toutes les personnes qui s'y connaissent. D'accord. André Génie-Boudou et Évariste Konsebo, sur la même question du bilan, parce que les gens se fient un peu à des expériences passées. On avait Yirou, où c'était toute une guerre de chiffres, et puis finalement, le chiffre officiel est resté, mais on sait que ce n'était pas forcément le chiffre vrai. Alors, cette question se revient. Alors, on va parler de ça rapidement, mais aussi la responsabilité aujourd'hui. La responsabilité, quand on regarde par exemple un tel convoi d'abord qui est fait, c'est vrai, il y a eu une escorte, mais à côté de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas le risque de s'engager sur un tel convoi qui est important? Mais en plus de cela, on entend dire qu'au niveau de Semafo, je crois que c'est un communiqué même dans lequel Semafo se défend, donc qu'il n'y ait pas eu d'expatriés, parce que les expatriés sont transportés par voie aérienne.
et les nationaux sont transportés par voie terrestre. Par rapport à Guéguerre sur les chiffres, moi je comprends un peu. Normalement, du côté des victimes, l'émotion est vive et c'est normal. Moi-même, j'ai eu le cas, j'ai perdu un ami dans les attentats d'Istanbul. Nous sommes allés à la mort, on a vu même qu'il y avait des échauffourées. C'est normal en pareille situation. Les gens veulent savoir si ils ont des gens qui sont dedans ou pas. Donc, mais aussi, à la lenteur, on peut comprendre, parce que vous savez très bien que c'est des cas quand même très graves. Quand on annonce le décès de quelqu'un, il faut voir le corps physiquement, l'identifier. Ça demande des procédures un peu compliquées. Il y a aussi le fait que c'est passé dans une zone à risque, puisque c'est sur une mine. Donc, quasiment, il faut dire que c'est une zone de guerre qui peut alors, peut-être la lenteur, parce qu'il faut accéder donc à la zone pour pouvoir faire le constat, et puis il y a tout ça peut-être qui a pris du temps. Mais comment la mine a pu depuis le Canada donner un chiffre alors que le gouvernement qui est sur place avec tous ces services? Non, parce que la mine a certainement la liste du convoi. Vous savez, ils sont très organisés, ces gens-là. Et on sait que dans le convoi, il y a telle personne, et on fait vite une prévision, une estimation. Hein. Mais c'est que peut-être que ces informations-là, le gouvernement ne l'a pas eu. Attends, mais toujours est-il, ça pose un problème. Par rapport, moi je pense de mon point de vue, il y a dû avoir des difficultés pour accéder à la zone et peut-être faire les comptages et puis faire. C'est peut-être ça, mais bon, ceci étant, de toute façon on ne peut pas cacher la réalité. Si quelqu'un est décédé, les familles sont là et on ne peut pas. Ça va prendre du temps, mais comme on dit, la lumière finira toujours par jaillir. Maintenant, c'est vrai, pour revenir à votre question, tendance sur la responsabilité. Il faut se souvenir qu'en 2018, je pense en août et en décembre, cette même mine a fait l'objet. Il y a eu un convoi de cette mine qui a été attaqué et je pense qu'il y a eu 11 morts. Et bon, je pense que c'est à la suite de ça qu'il y a eu des décisions de faire des convois. Bon, mais c'est vrai, quand on regarde, on discute, on vous dit vous n'êtes pas spécialiste de la guerre. Mais quand même, un véhicule qui saute sur une mine, on sait que c'est des axes quand même stratégiques. Bon, je ne sais pas, les hommes de tenue savent très bien qu'il y a des véhicules anti-mines, il y a tout ça. Et pourquoi est-ce que le convoi... Il y a des questions qu'on peut se poser, quoi. Parce que, bon, peut-être qu'un véhicule anti-mine aurait pu sauter et alerter les gens. On a l'impression, et vous avez parlé tout à fait des expatriés, je suis d'accord avec vous, parce que c'est... Peut-être qu'il faut maintenant voir que... Comment est-ce qu'ils ont partagé la responsabilité des convois? Peut-être que la mine a pris en charge le convoi des expatriés et que au niveau local, on a décidé, les autorités locales ont décidé peut-être de prendre en charge celui des nationaux. Mais quand vous prenez... mais maintenant, il faut vraiment... Je ne sais pas, il faut prendre les choses vraiment au sérieux. Moi, je ne sais pas. Quelqu'un a dit quelque part, est-ce que nous, dans notre comportement, nous avons intégré le fait que nous sommes vraiment en guerre? C'est ça la question que je me pose. Oui, parfait. C'est la responsabilité de la mine qui n'est pas quand même ici à dégager, parce que quand d'abord on fait le choix de porter d'autres, de transporter d'autres par l'air, c'est que le risque est visible. Et ça voudrait dire qu'on fait une hiérarchie entre les nationaux et les expatriés. Voilà, ça aussi c'est une question qui se pose aujourd'hui. Oui, et quand on regarde un peu ce qui s'est dit depuis cette attaque, on semble oublier que la responsabilité de la sécurité là, dépend essentiellement de la mine. Parce que vous voyez, quand vous regardez ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. On avait 5 cars d'à peu près 60-70 personnes, avec 2 véhicules d'escorte. Donc un véhicule de tête qui a sauté sur la mine et puis un autre véhicule derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, selon les informations que j'ai eues, quand le premier véhicule d'escorte a sauté, les 2 premiers cars, ils ont réussi à éviter et puis ils ont continué. Et malgré l'embuscade, les rafales, ils ont continué jusqu'à Fada. Et les 2 autres cars, les 3 autres cars, il y a des cars qui n'ont pas pu continuer. Vous voyez, ça veut dire que pour un convoi de 5 cars, on ne devait pas avoir seulement 2 véhicules d'escorte. Ça pose problème. Et moi, je dis, la responsabilité première, moi, j'ose l'affirmer, la responsabilité première, c'est vrai, c'est le gouvernement qui a la responsabilité. C'est le gouvernement, ça, il ne faut pas dire. C'est le gouvernement qui a la responsabilité. Mais ici, c'est la mine qui est entièrement responsable. Parce qu'ils disent, vous avez bien dit, pourquoi les autres sont héliportés? Parce que le risque est connu. Et quand vous regardez Sémaphore, à Essakan, mais on est à peu près dans la même situation. Mais demandez à Essakan quel est le dispositif de sécurité.
qui est mise en place dans cette zone. Il y a même un dispositif aérien. Ça, ce que j'ai dit là, c'est bien connu, c'est bien documenté. Pourquoi ce dispositif n'a pas été répliqué dans la zone? Alors, est-ce que ça Alors que, comme on le sait, il y a déjà eu 2 attaques. Non, attendez, je vais finir. Je dis, quand il y a eu une seule attaque déjà, on sait qu'il y a un problème. Même s'il y a eu l'opération Otapoinou, mais ça ne veut pas dire que la menace est terminée. Ils savent très bien que la menace est toujours là. Donc j'ai dit, c'est vrai, le gouvernement est responsable de ce qui arrive, mais la responsabilité doit être partagée avec la mine, parce que la mine n'a pas pris suffisamment. Je pense qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Alors, est-ce que, parlant de la responsabilité de la sécurité ici, c'est vrai que c'est la mine qui prend en charge, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des normes que l'État doit mettre en place pour que chaque acteur puisse respecter ces normes? Je sais par exemple qu'au Mali, vous ne pouvez pas faire de convoi sans escorte, c'est interdit. Ça, c'est l'État qui a fixé sa norme. Est-ce qu'ici, il y a une norme pour qu'on dise il faut que vous atteigniez pour tel nombre, telle importance, il faut telle norme? Est-ce qu'il y a des normes concrètement? S'il n'y en a pas, c'est l'État. Il y a des normes. Et pourquoi Essakane, c'est pas... Je vous dis, il y a des normes, mais demandez comment comment Semafo, comment le convoi se passe à Essakane. Oui, mais s'il y a une norme, le convoi quitte Ouagadougou, il passe toutes les barrières jusqu'à arriver à cette distance. L'État n'intervient pas. J'ai dit, à Essakane, les choses se passent bien, mais pour Bungu, les choses ne se passent pas bien, il y a de la légèreté. C'est cette responsabilité-là qu'il faut pointer du doigt. C'est ça qui me semble important. Mais pourquoi on héliporte certains? C'est parce que le risque est connu. Et le risque est connu bien, même après l'opération Otapoinou. On sait que les choses continuent à se dégrader. Vous voulez réagir sur ça? Oui. Par rapport à la responsabilité des sociétés, vous savez, vous ne pouvez pas venir me dire que le personnel expatrié a le même contrat que le personnel local. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir et puis dire que la responsabilité incombe à la Semafo. Parce que si la Semafo, peut-être dans les contrats du personnel expatrié, il est mentionné qu'ils doivent être évacués par hélicoptère, mais ça, c'est en acte. Maintenant, dans les contrats locaux, non, je ne parle pas de contrat, je parle de risque. Non, c'est par rapport au contrat. C'est lié, en fait. Je ne parle pas de contrat, je parle de risque. Le risque, il était connu. Mais il est évident. Et il y a eu 2 attaques. Donc la Semafo n'est pas du tout responsable. Parfait, Sylvia. Est-ce qu'aujourd'hui, sans faire la hiérarchie des valeurs, est-ce que le risque pour un expatrié n'est pas doublé par rapport au risque pour un citoyen burkinabé? Est-ce que ce n'est pas ce qui entraîne qu'on héliporte les expatriés et qu'on conduise? Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des normes quand même par rapport à ces convois. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit, s'il y a des gens qu'on héliporte, ce n'est pas par rapport à leur contrat, c'est parce qu'il y a un risque. Oui, le risque là, il est connu, même si vous allez en car. OK? Et donc, quand il y a déjà eu 2 attaques dans la zone, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre 5 cars et d'avoir seulement 2 véhicules d'escorte. Et donc là, je pense que là, le péché, il est bien connu. D'accord. André Jean Ilboudou. Non, je voulais dire que, écoutez, je crois que dans l'imagerie populaire, et certainement dans l'imagerie des djihadistes ou bien de nos terroristes, là, avoir la peau d'une personne de couleur blanche est un trophée de guerre peut-être qui a plus de valeur que faire perdre la vie à un Africain. Je ne surclasse pas la vie des gens. Mais ce que je souhaitais, c'est même la stratégie de transport. Vous voyez, je donne une illustration très simple. Vous voyez, en fin d'année, la nation burkinabé réunit en un seul endroit, à la même heure, la majorité de la crème des Burkinabés. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, vous avez le président du Faso, vous avez le premier ministre, vous avez tous les ministres, vous avez tous les généraux, etc. à la présidence du Faso pour la fête de fin d'année. Imaginez que le pire arrive. Ça veut dire qu'on a décapité notre tête. Je ne comprends pas pourquoi les Noirs font des choses comme ça. Vous n'irez jamais en Europe, en France, aux États-Unis, voir le président du Sénat avec le président des États-Unis dans la même salle pendant plus de 2 heures. Parce que les gens savent le risque qu'il peut exister, mais chez nous, on est insouciants. La conclusion que je voulais tirer, je ne peux pas comprendre qu'on transporte 300 personnes
d'une même mine, à la même heure, sur la même route, au même moment. Pourquoi on ne peut pas mettre ça espacé d'une heure? Parce qu'on sait qu'il y a le risque. Je dirais, bon, les Burkinabés, notre problème, il faut que nous nous en prenions à nous-mêmes. Mais c'est notre problème fondamental. Mais est-ce que quelque part, oui, on peut comprendre que la société veuille faire des économies, ne veuille pas trop miser dans la sécurité, ou ne veuille pas prendre plusieurs cars, ou ne veuille pas disperser ces travailleurs. Mais quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une norme qu'on a par exemple fixée au niveau de l'État, compte tenu de la situation sécuritaire, pour dire qu'on ne peut pas faire un convoi sans avoir respecté ces standards-là? Vous savez, le capitalisme, s'il peut tuer tout le monde pour vivre, le capitalisme tuera tout le monde pour vivre. Il n'a rien à foutre de nos vies. C'est à nous de prendre la décision pour dire qu'on ne va pas accepter ce qu'il nous propose. C'est pourquoi je dis, la responsabilité de l'État ici, c'est de dire à la mine, la façon dont vous voulez transporter mes compatriotes n'est pas acceptable. Et voilà les normes que nous vous proposons. Peut-être que les cars là peuvent partir à 30 minutes de différence, à 1 heure de différence. On n'aurait pas eu ce carnage-là. Mais ça, c'est à l'État, parce que le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de mettre les règles en place. Le rôle de l'État, ce n'est pas de gérer. Or, ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de règles. C'est là que je... D'accord, il va dire juste quelque chose comme ce que Lengani. Nous parlons tous de normes et autres, mais le point important, c'est de reconnaître que nous sommes en situation de guerre. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes en situation de guerre, vous ne pouvez pas prendre les mesures, les dispositions qui vont suivre. D'accord. Alors, Lengani, sur cette question de responsabilité de la mine, etc., les responsabilités sont partagées. Je crois que Évariste a tout dit. Hein. Nous sommes en situation de guerre. Et la situation de guerre impose un certain nombre de réflexes. Et en situation de guerre, plus qu'en situation de paix, la responsabilité de la sécurité revient à l'État, de mon point de vue. Donc, parler aujourd'hui de la responsabilité de Sémaphore, c'est sûr que le Sémaphore a une certaine responsabilité dedans. Mais si on doit faire la part en termes de pourcentage, moi je dirais que 80%, 90% de la responsabilité sur la sécurité des Burkinabés et de ceux qui vivent sur le Burkina Faso revient à l'État burkinabé. Et c'est à l'État burkinabé d'assurer, au-delà de tout, la sécurité de tout un chacun. Ça, c'est d'un. De deux, je crois que, comme Sénégal l'a dit, ce n'est pas la première attaque. C'est une zone chrysogène bien connue. Et comment dans une telle zone, on peut laisser la sécurité à une société? Moi, je pense que c'est irresponsable. Ce n'est pas normal. Parce que c'est une zone à risque, l'État doit prendre celui d'assurer la sécurité totale dans cette zone-là. Je crois que c'est une zone où on parle de couvre-feu, etc., où il y a des mesures particulières qui sont prises. Comment vous pouvez prendre des mesures particulières et ne pas avoir l'intelligence? Je voudrais vraiment féliciter et remercier Eugène pour son idée, de savoir que dans une zone comme ça, on ne peut pas faire partir 100 personnes en même temps. On peut les espacer. Mais apparemment, il n'y a pas assez d'hommes assez intelligents comme vous, dans notre sécurité, pour comprendre. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est extraordinaire. Si on avait fait ça, s'il y avait eu un seul individu qui a la mémoire d'une poule, capable de réfléchir comme vous l'avez fait, pour trouver que ce n'était pas bon de faire partir tout le monde en même temps comme ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui s'occupent de la sécurité ne le font pas avec sérieux. C'est ce que ça veut dire. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas pensé à une idée aussi simple, que je trouve très lumineuse. Et le nombre de cadavres et de victimes dépend effectivement des mesures qui sont prises. Et on ne peut pas incriminer, de mon point de vue, la société dans cette affaire. Puis c'est une zone qui est connue comme étant une zone très dangereuse. Et bon, ceux qui assurent la sécurité, c'était quoi? Je crois savoir que c'était quand même notre armée. Et comment ça se fait que vous acceptez qu'il n'y ait que 2 véhicules qui assurent la sécurité d'un tel convoi? Moi, je pense que ça, il faut qu'on soit sérieux. D'accord. Si on veut vraiment s'occuper de la sécurité de nos gens, il faut qu'on le fasse avec sérieux. Et il y a des moments où l'État doit montrer qu'il est effectivement soucieux de la sécurité. Et c'est en pareil cas. Si en pareil cas, on avait trouvé qu'il y avait, bon, je ne sais pas moi, en fait, on doit même faire un ratio entre les civils à protéger et le nombre de militaires pour les protéger. Tout à fait. On ne peut pas prendre 5 personnes pour protéger 10 000 personnes. Je crois que là, c'est faire preuve d'une irresponsabilité. Merci, Lengani. D'assassin en réalité. Merci, Lengani. On continue. Alors, suite à ces drames-là, le chef de l'État a donc délivrer un discours
dans lequel discours il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment un deuil national de 72 heures, et puis une opération de recrutement de volontaires pour la défense de la patrie. Cela a soulevé aussi des réactions politiques, etc., des citoyens. Mais d'abord, on va donc replonger dans le discours du président avant de revenir pour débattre des questions ici soulevées. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et à mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, ces actes ignobles qui relèvent d'une autre époque visent à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie. Il nous faut rester dignes et courageux. C'est pourquoi j'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, en ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves populations et l'engagement résolu et déterminé de nos forces de défense et de sécurité, j'invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à l'union sacrée pour la défense des intérêts supérieurs de la nation menacée. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. Merci. On a suivi là le chef de l'État. C'est quand même rare le discours du genre parce que habituellement c'était des tweets sur Twitter, c'était des messages. Mais là c'était un discours que le président a délivré. C'est déjà un élément important, on va dire. Oui. Communication politique. Oui. Malheureusement, on a coupé la dernière partie de son discours qui, de mon point de vue, était le plus important de son discours. Le premier, il y a une petite, un petit mot de trop, mais bon, ici, je crois que le mot le plus important, les mots les plus importants de son discours, c'est quand il a dit « Je demeure convaincu que les Burkinabés, dignes héritiers de la longue et héroïque tradition de lutte de nos ancêtres, sauront faire face au terrorisme. » Je crois que là, il appelle tous les Burkinabés à se souvenir que les Burkinabés n'ont pas courbé l'échine facilement face à l'ennemi. Et la semaine dernière, nous avions parlé de la longue lutte des Bouaba. Et chaque fois que la Haute-Volta, le Burkina a été pris en étau, le Burkina s'en est sorti. Et je crois que son appel ici devrait réveiller la fibre patriotique de chaque personne pour dire, autant nous revendiquons les 274 000 km carrés de notre territoire, chaque Burkinabé a un droit imprescriptible sur ce territoire-là. Nous devrions être ceux aussi qui disons le Burkina vaincra si tous les Burkinabés sont ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus question de gouvernants et de gouvernants. André Géniboudou, oui. Ce que les gens disent aujourd'hui, c'est que les discours se suivent et se ressemblent, mais il n'y a pas d'action concrète. C'est ça la question aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que le président dit, l'appel au patriotisme, l'appel à l'histoire, à l'attachement aux valeurs des ancêtres, etc. et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ce discours-là est poursuivi sur le terrain par des actions concrètes? La question est là. Il propose une action, c'est de dire toutes les personnes qui sont volontaires, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il appelle les jeunes. Les jeunes disent, il dit les volontaires. Ça veut dire qu'un vieillard de 90 ans qui estime qu'il peut faire la guerre et qu'il peut aider, doit venir pour qu'on combatte le terrorisme.
Je sais que les gens vont dire, on ne fait pas la guerre. Moi, je suis né au village. Vous savez, la guerre, c'est et les jeunes et les vieux qui font la guerre. Les jeunes sont au front, mais les vieux qui restent à la maison font la guerre aussi. C'est pourquoi j'estime qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Ce qui nous divise, c'est le pouvoir. Chaque personne veut le pouvoir. On va en arriver là, mais la question ici aujourd'hui, vous faites bien d'évoquer la décision ou la décision du président qui a dit qu'il a donné des instructions pour qu'il y ait des recrutements, un recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones concernées par l'insécurité. Est-ce que ici c'est un aveu d'impuissance parce que le chef de l'État est chef suprême des armées, il y a son armée qui est là, il y a tout ce beau monde. Et aujourd'hui, on appelle des volontaires hypothétiques, on ne sait pas d'où ils vont venir. Ah non. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance clairement exprimé par le chef de l'État ici? Toutes les nations qui ont gagné la guerre ne l'ont pas gagnée simplement avec leur armée, simplement. Prenez les Viet Cong. Ils ont chassé les Américains avec des bambous. Ce ne sont pas des avions de chasse qui ont chassé les Américains au Vietnam. Aucun peuple n'a gagné la guerre seulement avec... Mais depuis longtemps, on le dit. L'armée seule ne peut pas gagner cette guerre. La femme qui vend les arachides doit se mettre dans la guerre. Le jeune qui cire les chaussures doit se mettre dans la guerre. Et le mécanicien qui répare les motocyclettes doit être dans la guerre. Sinon, nous, on ne gagnera pas cette guerre. Je crois que l'émotion passée, je crois que tous les Burkinabés doivent se dire, si nous voulons gagner cette guerre-là, chaque personne a un rôle à jouer. Et la femme qui part au puits pour chercher de l'eau avec son canari doit faire partie de ceux qui font la guerre. D'accord. Alors, Issaka Lengani, sur la décision du président du Faso qui soulève beaucoup de débats, on va le dire, beaucoup de controverses, parce que les gens se posent la question de savoir, d'abord, sur le plan de la responsabilité politique, est-ce que c'est un désaveu, est-ce que c'est un aveu d'impuissance, ou même, disons, un désaveu de l'armée du Burkina Faso. Et puis, les gens se disent, on recrute comment? Qui recrute qui? On recrute qui? Quel est le mode opératoire? Finalement, les questions sont en suspens. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler pour participer à ce débat et s'inscrire et puis on les rappellera. Lengani. Oui, moi je crois que, en fait, sur la question, effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup d'avis, beaucoup de questions. Il y a plus de questions que de réponses. Et effectivement, le sentiment que ça donne, et je suis tout à fait d'accord avec Eugène Ilboudo pour dire que ce n'est pas seulement les guerres actuelles, toutes les guerres dans tous les systèmes, c'est les peuples qui les gagnent, ce n'est pas les armées. Parce qu'une armée qui se comporte comme un territoire conquis vis-à-vis de ses propres populations est sûr qu'elle va perdre. Donc il faut qu'il y ait une osmose entre l'armée, ceux qui sont au front, ceux qui portent les armes, et ceux qui sont à l'arrière. Parce que comme je dis par exemple, les vieillards qui restent au village, mais ils s'occupent des enfants parce que les chefs de famille ne sont plus là, ils s'occupent de la petite sécurité au village, etc. C'est ça, tout le monde est engagé. Mais moi, le problème que ça me pose, cet appel, c'est qu'effectivement, ce n'est pas... Bon, parler d'un aveu d'impuissance, moi j'ai l'impression que plutôt nous avons capitulé. Parce qu'en arriver jusqu'à demander aux Burkinabés d'être volontaires pour défendre leur patrie, ça veut dire que nous sommes à terre. Et ça, c'est lamentable. Qu'on soit obligé de demander aux Burkinabés d'être volontaires pour défendre leur honneur, leur dignité, leur patrie, moi je pense que ça veut dire qu'on est à terre. Et ça, le chef de l'État n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas ce droit-là. Si le pouvoir est à terre, le peuple burkinabé n'est pas lui à terre. Nous sommes toujours debout. Il nous manque les forces nécessaires pour pouvoir réagir. Il nous manque le leadership nécessaire pour pouvoir réagir. Mais sinon, le peuple est debout. Et le peuple va effectivement vaincre. Même s'il faut pour cela marcher sur certains Burkinabés, parce que c'est le cas de le dire. Notre peuple est debout. C'est une affaire d'histoire, c'est une affaire de patrie. Ce n'est pas une affaire de volontaire. Mais donc, en quoi est-ce que l'appel du chef de l'État est paradoxal? C'est parce que là, ça veut dire que le pouvoir était incapable d'amener le peuple à se sentir concerné par cette guerre. C'est ce que ça veut dire. C'est le leadership qu'il faut pour que chaque Burkinabé se sente responsable de ce qui se passe. Par exemple, c'est ce qui se passe à la Sémaphore. On dit aujourd'hui que c'est la Sémaphore qui est responsable. Moi, je dis non. La Sémaphore ne peut pas être responsable de la sécurité des Burkinabés au Burkina Faso. Celui qui dit ça a menti. Et ça, ce n'est pas normal. C'est l'État burkinabé qui est responsable de la sécurité. Au-delà de la Sémaphore n'a pas venu s'assurer de notre sécurité. Ce n'est pas un État dans un État. Ce n'est pas un État dans un État. La sécurité appartient à notre État. Et notre premier chef, commandant en chef, c'est bien le président du Faso. Et si le président du Faso est obligé de demander des volontaires plus que
Ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, je dis non. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont demandé des volontaires depuis un certain temps. J'ai entendu certaines officines proclamer cela, sous l'angle de ce qui avait existé, les CDR, etc. Mais on voit aujourd'hui ce que donne le Kourouéro. Et des questions pertinentes sont posées. Admettons, qui recrute ces volontaires? Sur quelle base? Comment? Qui on prend? Est-ce qu'on est sûr que tout le monde sera pris effectivement pour faire partie? On a vu par exemple le cas de Yirgou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des volontaires pour assurer la sécurité, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé d'abord par massacrer les Peuls et Koglouéro. Et c'est ça qu'on veut avec ces volontaires-là. Moi, je dis non. Je pense qu'il faut avoir le courage de se dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi aujourd'hui? Si nous voulons que ce soit tous les Burkinabés qui se sentent concernés, il faut mettre tous les Burkinabés en condition de se sentir concernés. Et ça, tout le monde le dit depuis longtemps. Il y a la question de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, on va en arriver. Il ne faut pas qu'on voit ça sous forme de réconciliation entre les politiques. Non. C'est la nation burkinabé qu'il faut remettre en action vis-à-vis de son propre avenir. Parfait, Sylvain. Le chef de l'État dit qu'il faut l'appel des volontaires, mais les questions qui restent aujourd'hui, des questions fondamentales sur la question, est-ce que ces volontaires, on les aura? Est-ce qu'on les aura vraiment? Parce que dans ces zones-là, on sait par exemple que quand un citoyen s'adresse à un agent ou un élément des FDS, le soir, on ne va pas le tuer. Alors, avec cette psychose qui est dans cette zone, est-ce que quelqu'un peut vraiment se porter volontaire pour sa propre sécurité? Est-ce que ça peut arriver réellement que ça arrive, ces volontaires, et puis au-delà de tout de la responsabilité politique, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas? Moi, je dirais que, allons-y. Il y a peut-être beaucoup de questions. Comment on va les recruter? Comment on va les former? Est-ce qu'ils seront armés? Comment ils seront organisés? Mais si cette initiative-là n'est pas mise en œuvre, on ne peut pas voir les insuffisances et pouvoir le corriger. Vous ne pouvez pas arriver à avoir un système parfait au début, où on aura des gens gonflés à bloc, bien formés, qui vont effectivement apporter un appui important dans cette guerre. Il faut qu'on y aille. Mais parfait, il y a une question quand même de logique. Quand on met des forces en place, les questions qui se posent sont des questions préalables. Est-ce qu'il faut mettre la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire lancer des volontaires, leur donner des armes, et puis après, on regarde les conséquences, et puis maintenant, on essaie ce n'est pas la démarche que je prône. J'ai dit, il y a certainement beaucoup de questions auxquelles on va donner des réponses avant d'entrer de plein pied dans l'organisation de ces volontaires. C'est-à-dire qu'on va certainement mettre en place des critères pour le recrutement, pour la formation et pour leur organisation. Mais j'ai dit que même dans la première phase de lancement de ces volontaires-là, il y a des écueils qu'on va tout de suite remarquer. Donc j'ai dit, il faut qu'on puisse mettre en place les volontaires et par la suite, ces insuffisances-là seront corrigées. Mais j'ai dit, quand on dit que c'est comme un aveu d'impuissance, j'ai dit, est-ce que dans les autres pays où dans l'histoire, les chefs d'État ont appelé les populations à s'engager, est-ce que c'était un aveu d'impuissance? Non. On le dit ici, on l'a plusieurs fois dit ici, cette guerre-là ne se gagnera pas sans les populations. Parfait, Sylvain. On a des pays du G5, on a des pays du G5, j'arrive, on a des pays du G5 qui sont à côté, on a le Mali, on a le Niger, mais jamais on a vu un appel aux volontaires là-bas. C'est quand même un cas particulier, le Burkina. Oui, les autres pays peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Burkina croit en sa population, le Burkina pense que la population a un rôle important à jouer. Et je dirais, je suis d'accord avec Évariste pour une chose. Les Burkinabés ne savent pas qu'ils sont en guerre. Et moi, je dis, cette affaire-là, on sera dedans pendant 10 ans, 15 ans. Il faut qu'on sache que désormais, là, il y a des réflexes que nous devons avoir. Et ces réflexes-là, même au niveau familial, il faut qu'on puisse avoir ces réflexes. Voilà pourquoi je dis, si nous sommes dans une guerre, il faut que les populations puissent s'engager. Et l'initiative des volontaires, là, effectivement, il faut la soutenir, il faut la mettre en place, quitte à corriger les incohérences par la suite. Alors, parfait, Sylvia, il y a des inquiétudes sur lesquelles on pourrait quand même aussi comparer à des exemples à côté. En Côte d'Ivoire, on a vu que le régime de Laurent Gbagbo avait mobilisé les jeunes, leur donner des armes contre la rébellion et tout ça. Après, on a vu ce que ça donnait. Alors, au Burkina, ici, nous sommes dans une situation où
on ne sait pas si cela peut arriver vers des dérapages ethniques, des dérapages religieux et tout ça. Est-ce que si on donne des armes comme ça à des citoyens, est-ce que ça ne va pas remettre en selle certains clivages, certaines querelles, certains problèmes qui étaient d'ordre social? Est-ce que c'est pour cela que nous ne devons pas mettre en place cette initiative? Je suis tout à fait d'accord avec. Il y a des inquiétudes qui sont fondées. Est-ce qu'en donnant des armes, est-ce que les gens ne vont pas les retourner contre des gens qui n'aimaient pas dans les villages? Est-ce qu'après, pour récupérer ces armes, ça ne va pas être d'autres problèmes avec ce qu'on connaît ailleurs, les initiatives de démobilisation? Est-ce que les questions sont nombreuses et elles sont pertinentes? Maintenant, j'ai dit, il faut que sur la base des expériences d'autres pays, le Burkina puisse tirer au moins une moule sur laquelle il va engager. Encore faudrait qu'il y ait des expériences dans d'autres pays. Parce que quand on dit ça, on dit ailleurs, voilà. Mais il faut aussi des expériences. Quand on peut nous dire, voici un exemple concret, on a vu ça, il faut qu'on aille piquer. Les exemples aussi manquent. Oui, en fait, j'ai vu les exemples, on a cité l'Afghanistan, mais c'est un très mauvais exemple, parce que les talibans, c'est eux, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait après. Moi, je dis que c'est un aveu d'échec et c'est une catastrophe. Si vous me permettez, je vais démontrer pourquoi je le dis. Allons-y, bien sûr. Parce que, alors, c'est sur l'émotion, je comprends. Le chef, c'est une réaction par rapport à la catastrophe que nous avons vue. Maintenant, c'est vrai que ça donne l'impression que, comme si on n'était pas organisé. Or qu'on est organisé au Burkina. Vous savez, il y a des étapes. Or, est-ce que ces étapes ont été suivies et respectées? Moi, je sais que normalement, vous savez, même dans certaines... On parle même d'une armée de réserve, hein, dans certaines grandes puissances bien organisées. Il faut qu'on arrive à décimer même toute l'armée. Quand bien même toute l'armée est décimée, vous avez ce qu'on appelle l'armée de réserve. Et c'est après ça, maintenant, que l'on rentre dans les notions d'appel à la mobilisation citoyenne de défense. Maintenant, ici, moi, je ne sais pas, récemment, dans l'ancien recrutement massif, les 500 éléments, nous avons du personnel qui sont à l'ONU et les meilleurs même de nos militaires qui sont... Nous avons près de, disons, 1 millier de soldats. Qui ont fait des grandes écoles, je ne sais pas. Bon, il y a d'abord donc ce programme. Donc ça veut dire quoi? Et à l'étape actuelle, donc l'armée ne peut pas. Donc il faut faire venir les gens. C'est des étapes. Maintenant, quand on veut peut-être avec le recul, moi je dis que son ministre aussi a échoué. Parce que moi, le problème en fait c'est quoi? On a dit que... Lequel des ministres? Non, enfin la défense de lui. Okay. Parce que normalement, c'est des actions comme on le dit. Il faut un maillage du territoire. Il faut donc redéfinir le concept opérationnel en mettant en avant l'offensive. Il faut équiper les gens. Il y a tout ça d'abord. Est-ce qu'on a fait ça? On n'a pas fait ça. Maintenant, et pire encore, la nature de l'ennemi, on ne connaît pas. On dit que nous vivons avec les ennemis. Donc, ça veut dire que dans une localité donnée, vous avez des individus qui sont armés et vous allez armer d'autres. Ça va donner quel résultat? C'est en cela que je dis que c'est une catastrophe. Voilà, ça c'est mon point de vue. André Géniboudou, bon. Est-ce qu'il faut commencer et puis corriger par la suite? Moi, je n'ai pas de problème avec l'action. D'accord. Moi, je préfère les gens qui agissent et qui se trompent et qui agissent et qui se trompent que les gens qui sont assis et qui parlent et qui ne font rien. Moi, j'ai dit, le président a demandé de faire une action. Je sais que l'action ne sera pas parfaite. Peut-être qu'elle va réussir à 1%. Mais je préfère ce 1%-là que de 100% d'inaction. Ça, c'est la première des choses. Et puis, les gens nous appellent la catastrophe. Je me rappelle quand les gens ont voulu créer des sociétés de vigiles privés ici, les gens ont crié à l'ethnicisation, ils ont crié à la guerre civile, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Ce n'est pas que la guerre va venir. Donc, les gens ont besoin de faire des actions pour contrer la guerre. Comment on le fait? Si quelqu'un a une décision qui est bonne et qui n'a pas de risque et qui n'a rien, qu'il vienne nous les donner. Mais tout le monde ne sait pas. C'est pourquoi je pense que le président n'est pas allé au bout de ses idées. Si on pouvait risquer une suggestion, moi je dirais au président, il faut réunir les 1000 Burkinabés qui comptent. Tu les enfermes à Kosiam, au pain et à l'eau, avec des nattes, et tu leur donnes 3 jours de nous sortir les solutions. Au moins, il aura la... Mais André Géniboudou, il n'y a pas longtemps, on a eu près de 100 personnes qui ont été qui étaient là, qui ont réfléchi à la politique de la sécurité, la politique de sécurité nationale. Le rapport a été remis au chef de l'État. J'ai eu l'avantage de discuter avec ceux qui ont fait les études, une partie de ceux qui ont fait les études. Mais ce sont des experts, des intellectuels qui ont fait l'étude. Moi, j'ai dit, les 1000 personnes que je préconise là, et ça, j'ai dit quelque chose comme ça, hein, c'est dans toutes les couches de Burkinabé, et les vieilles, et les vieux, et les imams, et les prêtres, et les... André Géniboudou, on ne va pas répéter la chose. La commission qui a siégé plus de 100 personnes, qui a réfléchi sur la politique de sécurité nationale, était aussi, j'allais dire, prenant en compte toutes ces sensibilités dont il est question. Et il n'y a pas assez longtemps, est-ce qu'on va encore rassembler du beau monde pour
pour le définir alors que... Par exemple, quand j'ai rencontré, j'ai la liste de ceux qui ont fait l'étude, je n'ai pas vu de jeunes filles, je n'ai pas vu de jeunes garçons. Ce que j'ai dit, c'est toute la crème de la nation. En allant peut-être même du bébé qui vient de vagir au vieillard qui va mourir ce soir. Ce que je veux dire, il faut que le président fasse porter cette affaire-là par le peuple. Et la meilleure façon de dire que c'est le peuple qui décide qu'on va aller comme ça, ce n'est pas en mettant 100 personnes. Je peux dire, de toutes les façons, moi j'ai dit, le président a demandé qu'on agisse. Il faut que les Burkinabés se mettent d'accord que si nous n'agissons pas, nous allons tous périr. Mais comment agir? Chacun viendra avec son milieu d'action. D'accord, mais la question est ici est là, c'est la question de la responsabilité. On dit quand le président aujourd'hui s'en remet à des citoyens pour des volontaires, est-ce que ça voudrait dire que l'armée nationale aujourd'hui ne compte plus? C'est très important. Mais on a dit... Est-ce que ça voudrait dire ça? Non, mais j'ai dit ça. Je termine. Parce que jusque-là, quand on regarde... Ce que j'ai dit, le Burkina n'inventera pas la roue de la guerre. Beaucoup de pays ont déjà fait la guerre et il y a des gens qui ont disparu et il y a des gens qui ont gagné. Et j'ai dit, les pays qui ont gagné la guerre l'ont gagné avec leur peuple. Dès le premier coup de canon, on peut faire appel à la mobilisation générale ou faire appel à la mobilisation générale au 100e coup de canon. Mais l'essentiel de la guerre, c'est le peuple qui gagne la guerre. Et aujourd'hui, il me semble que le président appelle à la mobilisation générale. On peut discuter, on peut n'être pas d'accord, mais je dis tant qu'on n'agira pas, je pense que ce que les gens veulent, c'est que nous disparaissions. Non, personne ne souhaite, mais les gens aussi veulent. Écoutez, il ne faut pas prendre ceux qui se posent des questions sur la décision du chef de l'État comme étant ceux qu'on classe souvent comme ne voulant pas le bien du Burkina. Au contraire, les gens aussi posent des questions assez pertinentes. Donc ça aussi, il ne faut pas... Ceux qui réfléchissent comme ça, Ceux qui réfléchissent comme ça sont plutôt les apatrides. C'est eux que la crise arrange. Je vous dis une chose. Analysons politiquement la situation nationale aujourd'hui. Cette crise-là, elle fait le bien de qui? Moi, je parie que si nous ne sommes pas en situation de guerre aujourd'hui, il y a longtemps que le pouvoir MPP ne serait plus au pouvoir. Parce que la rue l'aurait balayé. Avec les crises sociales que nous avons connues, très graves, même sur le plan de on va parler de la santé tout à l'heure, qui est en train d'aller vers une solution, mais ce qui s'est passé au niveau de la santé, là, mais c'est extrêmement grave. Si nous ne sommes pas en guerre, là, mais ce pouvoir n'existait plus. Donc, vous dites que, excusez-moi, si on veut analyser le plan politique, on sait à qui cette crise-là profite. Donc, ne retournez pas la situation sur les autres. On se pose des questions, et légitimement. Je pars à partir de l'attaque. Le lendemain, le président fait un discours dans lequel il appelle à créer des volontaires. Je prends l'attaque. Quel volontaire pouvait empêcher cette attaque-là? Quel volontaire pouvait réagir par rapport à cette attaque-là? Donc ça veut dire que l'idée de volontaire ne vient pas de l'attaque, mais est une idée qui existait depuis longtemps. Pourquoi a-t-on attendu qu'il y ait cette attaque-là, des gens qui meurent comme ça pour lancer cette idée? Et si on laisse, moi je ne suis pas d'accord avec Eugène qui dit que bon, il faut bouger parce qu'il faut bouger. Mais alors, autant donc aller donner nos poitrines aux djihadistes, aux terroristes. Moi, je dis non. Nous pouvons agir avec intelligence. Et c'est ce qu'on nous demande. Et je dis que si nous sommes aujourd'hui obligés d'appeler le peuple à se mobiliser, c'est parce que nous avons été incapables de le mobiliser. Et pourquoi? Il y a des actes simples que nous devons poser pour amener le peuple à être solidaire de ses dirigeants. Mais quand l'élite elle-même n'est pas incrustée aux populations, vit au-dessus des populations, ne tient pas compte des problèmes des populations. Vous l'avez dit, mais à Ouagadougou, on n'a pas l'impression qu'on est en guerre. Les boîtes de nuit, les bars, ça ne désemplit pas pendant que les gens meurent. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un maire à Ouagadougou? Est-ce qu'il n'y a pas des autorités qui sont capables de sensibiliser les gens sur la question de la morale pour amener les gens à se solidariser? On a ce qu'on appelle, vous avez parlé des forces sociales, les églises, les coca, etc. Mais depuis là, où sont ces gens-là? Évariste. On a connu des gens qui avaient le verbe très haut à un certain moment pour critiquer l'action des pouvoirs publics. Pourquoi tous ces gens se taisent aujourd'hui? D'accord. Et pourquoi Dieu ne répond pas? C'est la question que je me pose. Alors, ça, il faut demander à Dieu. Oui. Non, je demande à Dieu. On ne va pas blasphémer sur ce plateau. On ne blasphème pas sur ce plateau. Alors, non, moi, je voulais dire une chose. Oui. Très rapidement. Non, je pense que... On passe à une dernière question. Quand on parle de cette initiative et qu'on dit « allons-y » malgré toutes les questions, ça ne veut pas dire
qu'on y va de façon irresponsable. Il y a certainement des questions auxquelles il va falloir donner des réponses avant de lancer l'initiative. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons la question. Maintenant, je dis, quand on dit c'est une catastrophe, je dis on va attendre d'arriver à cette catastrophe-là avant d'agir. Est-ce que aussi souvent, on ne va pas attendre d'arriver à méthodologie, une question de méthodologie. Est-ce qu'il faut agir répondre à toutes les questions? Est-ce qu'il faut agir dans l'absurde? C'est-à-dire, on pose l'acte d'abord et puis ensuite on voit s'il y a des conséquences, il faut les corriger ou pas. Parce que là, on a quand même des exemples au plan national. André Jeanne Ilboudou, j'arrive. Au plan national, on a les corps ruraux qui ont fait un maillage sur le territoire national. Et on a vu les dérives que cela a donné. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut lancer des volontaires sans se poser les questions pour éviter évidemment qu'il y ait ces choses-là? Deux choses. La première des choses, rappelons-nous de notre cours de seconde en philosophie. Il y a des gens qui étudient le mouvement assis et il y a des gens qui étudient le mouvement en marchant. Toutes les deux, vous pouvez faire une dissertation de 40 pages là-dessus. Il y a des gens qui veulent étudier le mouvement en étant assis. La première des choses. Quand on parle des Korluego, mais tout le monde n'a pas la même analyse sur les Korluego. Non, on ne revient pas sur le Korluego. Quand vous dites que les Korluego... Non, je vais dire, aujourd'hui, il y a des zones qui ont été pacifiées grâce aux Korluego. Je suis d'accord que les Korluego font des dérives. Mais dans certaines zones, entre les dérives des Korluego et de ce qu'ils ont fait de bien, les gens vous disent qu'ils ont fait André Jeanne-Yves, je ne suis pas d'accord avec toi sur cette question. Mais c'est normal, on est dans un plateau contradictoire. Est-ce qu'au centre-nord, Koumboussi, Kaya, Baksalgo, Piscila, est-ce qu'à l'est, Baraboulé et autres, à l'est, comment on appelle ça, où il y a eu l'opération au Tampouanou, où il y a les Korluego, est-ce qu'il n'y a pas des terroristes? Est-ce qu'il n'y a pas des attaques là-bas? La justification, la présence des Korluego justifie l'absence de l'État. Et ce n'est pas normal. Donc, c'est une anomalie. Maintenant, ce qu'il faudrait, moi je veux dire, en fait, pour prouver que l'annonce même est une improvisation, c'est que nous attendons toujours le déroulement, c'est un. Et donc je pense qu'il faudra faire très attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. Voilà. Alors, on va terminer sur ce sujet-là. Dans tous les cas, on va y revenir parce que les appels portent beaucoup, pour l'essentiel, ou dans la totalité, on va même dire, sur cette question. Donc, on aura l'occasion de revenir. Mais je voudrais qu'on termine sur ces réactions politiques. Le MPP a clairement appelé à la constitution des milices dans sa déclaration après l'attaque. Alors le CFOP a réagi et a rejeté la responsabilité sur le pouvoir en place. Ça, c'est des questions bien politiques. Mais aussi, on voit aussi de plus en plus dans l'opinion des gens qui appellent carrément à la démission du président du Faso. Parfait, Sylvain. Oui, mais si à chaque attaque, on doit demander la démission du président du Faso, bon... Je pense que c'est... Et le chef suprême des armées, si aujourd'hui il demande les volontaires... C'est démagogique. C'est démagogique de demander la démission du président du Faso. Parce que vous savez que ce n'est pas ça qui est la solution. La solution, il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait plus de sécurité. C'est ça qu'il faut demander au président du Faso. Alors, mais pas demander sa démission. Mais parfait, Sylga. Oui. Le président du Faso est astreint à apporter un certain nombre de choses que les Burkinabés ont besoin, notamment la sécurité et tout ça. Oui. Et le président du Faso est imputable de tout ce qui arrive au Burkinabé. Oui. Le président du Faso est le chef suprême des armées. Quand il dit à un moment donné que les citoyens n'ont qu'à prendre leurs responsabilités, alors est-ce qu'il n'y a pas une question d'échec? Est-ce que les gens ne partent pas de ce fait-là pour dire le président a échoué, donc il n'a qu'à... Il n'a pas échoué, puisque je vous dis qu'il y a eu plusieurs cas dans le monde, dans l'histoire, où des chefs d'État ont été confrontés, des pays ont été confrontés à cette situation et ont demandé des volontaires. Et est-ce qu'à ce moment, ils avaient échoué? Non, ils n'ont pas échoué. Et c'est même ces initiatives qui ont permis à ces pays d'arriver à vaincre l'ennemi. Et ça, c'est pas prévu dans la Constitution. Et il était élu pour 5 ans. Attendez à la fin de son mandat, vous allez demander à... Moi, j'ai avancé une idée. André Jeanne-Yves. Et puis, je vais revenir là-dessus. Vous savez, quand je parle de réunir la crème des Burkinabés pour parler des problèmes là, je dis le MPP, le CFOP, tous les partis politiques là, chacun voit midi à sa porte. Et ce qui les intéresse, c'est 2020, moi je vais gagner. Or, si notre pays n'existe pas, 2020 n'existe pas pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Burkinabés doivent se mettre d'accord. Comment on fait, malgré toutes nos divergences idéologiques, comment on fait pour conserver notre pays? Et c'est là que je demande au président du Faso de faire porter la décision par tous les Burkinabés en appelant toutes les personnes qui comptent au Burkina. Que vous soyez politique, que vous soyez religieux, que vous soyez enfant, que vous soyez élève. Tout le monde d'accord. Mais André Jeanne-Yves, le président a déjà décidé. Est-ce qu'on a besoin... Non, le président a décidé une action. Le président a décidé une action. Est-ce que la seule action, c'est la seule action? Mais il a décidé. Est-ce que c'est la seule qu'il a décidé? Est-ce que la seule... Par rapport à ce qui appelle à la démission, je pense que ce n'est pas la solution. Parce que même 11 septembre aux États-Unis, ça fait 3000 morts. Mais
Bon, c'est vrai que le contexte n'est pas le même. Mais dans notre contexte, une démission du président, ça suppose quoi? Le président de l'Assemblée prend le pouvoir, il a 2 mois non, pour organiser les jours maximum. Mais est-ce que même quelqu'un d'autre qui viendrait dans le contexte actuel là, je pense qu'il y a un problème de fond. C'est-à-dire que la nation a mal. Il faut vraiment, c'est ça, il faut faire un diagnostic. Alors certains parlent donc de réconciliation nationale qu'il faut... Bon, je ne sais pas, je pense... Certains même disent qu'il faut, par exemple, libérer les soldats de l'ex-RSP, les généraux qui sont en prison, qu'il faut faire venir les exilés politiques, le général Zida, Blaise Compaoré. Tout ça s'est mis dans le compte de la réaction politique par rapport à tout ça. Si les Burkinabés décident, on y arrivera. Pourquoi pas? Lengani. Oui, moi bon, par rapport à la démission d'abord, oui. Moi je crois que si moi-même, si j'étais à la place de Roch-Marc Christian Kaboré, président de Faso, au constat de ce qui se passe aujourd'hui, je me remettrais en question. Au besoin, je demanderais au peuple burkinabé de se prononcer sur mon leadership. À défaut, je me mettrais à l'écart pour le laisser libre de choisir qui pense être à mesure de résoudre la question. Parce que c'est un échec personnel d'abord. Par la sécurité des Burkinabés, c'est d'abord le chef de l'État. L'élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Le peuple burkinabé l'a choisi. Aujourd'hui, c'est la catastrophe totale sur le plan de la sécurité. Il en tire les conséquences. Mais est-ce que ce n'est pas aussi son devoir je termine. de rechercher une alternative pour aider ce peuple-là qui lui a confié Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré estime qu'il n'est pas encore temps d'en arriver là. C'est sa décision, c'est son choix. Moi, je ne l'ai pas agi de la même manière. Mais je dis que quand même, le peuple burkinabé est quand même souverain. Et je dis qu'appeler à la démission n'est pas la solution. Le président peut lui démissionner. Mais appeler à démissionner, c'est lui faire la part trop belle. Il faut qu'il assume ses responsabilités jusqu'au bout. D'accord. Si c'est ce qu'il a choisi. Je pense qu'il a choisi d'assumer ses responsabilités. Alors, l'autre aspect qu'on parle aujourd'hui, c'est la réconciliation. Par exemple, je suis très heureux. Oui, on a fini avec l'initiative. On a fini avec l'initiative. Maintenant, il est question aussi. Ceux qui appellent à la démission appellent aussi à d'autres choses. Parce qu'ils disent, par exemple. Je suis très heureux d'avoir à ma gauche le porte-parole de M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui dit, vous avez dit, on continue dans le débat. Non, vous avez dit. Vous connaissez les porte-paroles du président. Pourtant, mais à quel titre? Vous connaissez les porte-paroles du président. Et comment donc vous dites qu'il a décidé ceci, il a décidé cela? C'est une analyse que je fais. Je fais l'analyse que le président, en parlant de volontaire, veut continuer à travailler pour la sécurité des Burkinabés. C'est l'analyse que je fais. Sinon, je ne sais pas. Alors, analyse pour analyse, parfait. Parfait, Siliga, qui n'est pas le porte-parole. Pour préciser, il n'est pas le porte-parole ici. Qui m'a coupé, s'il vous plaît. Il est venu en tant qu'analyste, donc il est analyste, il n'est pas porte-parole. Alors, Lengani, sur la question de la réconciliation, les appelants, ceux qui appellent, ce qui se dit aujourd'hui, c'est que le président Kaboré, soit il démissionne, ou soit il va à la réconciliation, soit il libère les prisonniers, donc les éléments de l'ex-RSP, soit ils reprennent comment on appelle, les radiés, par exemple, de la police et de la gendarmerie. On a pratiquement 600 dans la nature. Alors, les gens appellent à cela que les Burkinabés se réconcilient, que le président Compaoré rentre, que Zida rentre, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas important? Pas ça seulement. Les généraux qu'il a envoyés dans les ambassades, etc., et qui ont vaincu, je vous rappelle, le général qui a vaincu le coup d'État de 16 septembre et aujourd'hui en ambassade, pourquoi on ne le ferait pas venir pour vaincre les djihadistes, par exemple? C'est une question. Pourquoi lui, on l'a mis en ambassade plutôt que de le général faire Zagré, oui, qui est en ambassade au Ghana. Ah oui, c'est lui qui a fait tirer sur le camp du respect. Il était à la tête des troupes. Ça, c'est une réalité. Bon, moi, je voudrais dire ceci. Très brièvement, Lengani. On va revenir parce que la situation... La liste que j'ai ici me montre que pratiquement tous ceux qui vont appeler sur le sujet. Donc, on aura l'occasion d'approfondir. J'ai pas terminé, je dis... Une seconde. Pour moi, l'appel à la démission n'est pas la solution. D'accord, merci. C'est le président qui doit tirer lui-même la conséquence. Ok, d'accord. Si tel n'est pas le cas, effectivement, vous avez cité des propositions qui sont faites, mais qu'il en tienne compte. Je veux dire que ni l'un ni l'autre, ni l'appel à la démission, ni même la tenue des élections ne peuvent être une solution. Parce qu'il y a un problème de fond que nous devons d'abord régler. Et le premier fond, c'est quoi? C'est la réconciliation. Donc, merci. On va terminer au plan national avec notre dernier sujet qui concerne également la santé, parce que bon, c'est un sujet sur lequel on est beaucoup revenu sur ce plateau. Il s'agit donc
donc de la grève ou du mouvement d'humeur au niveau de la santé qui a fait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup d'actions autour. On a vu les 2 marches à Bobo par rapport à ça. Et finalement, le Chincha et le gouvernement, on va dire, se sont entendus. Et le Chincha a levé le mot d'ordre de son mouvement d'humeur. Alors, appréciation très rapide sur ce sujet. Je pense que tout le monde est aujourd'hui focalisé sur la question sécurité. Alors, parfait, Silga. Bon, je dirais qu'il y a l'hypothèse, c'est que les coupures de salaire ont dû avoir aussi un effet, certainement, sur cette décision. C'est vrai qu'il y a une médiation qui était entreprise par les réseaux Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO avec 3 médiatrices, bon, des personnalités bien connues. Madame Ouedraogo Aminata, Salimata Nebié, Madame Fatmata Sinari. En tout cas, je pense que c'est les efforts de médiation qu'elles ont entrepris ont certainement payé. Mais le fait que on ait passé quand même plusieurs mois, il faut dire certainement que les troupes aussi devaient être épuisées, et surtout qu'il y avait cette dernière mesure de coupure de salaire. Mais quoi qu'on dise, le truc c'est que finalement à la fin, le gouvernement accepte de mettre en œuvre l'accord du Chincha et de mettre en œuvre la fonction publique hospitalière. Et ça nous ramène à ce qu'on a toujours dit ici, la qualité du dialogue, la confiance entre les partis. Je pense que c'est ça qui a manqué depuis. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'irresponsabilité aussi, quelque part, quand le gouvernement doit attendre qu'on ait tout ce gâchis-là, que des gens meurent dans les hôpitaux, qu'il y ait des services de soins, et que c'est à la fin, on vienne dire que oui, on accepte, on met en œuvre. C'est quelque chose qu'on avait signé. J'ai toujours dit ici, si vous êtes en face d'un partenaire, il faut avoir un langage de vérité. Ce que vous pouvez lui donner, vous dites, voilà ce que nous pouvons donner, avec à l'idée ce que cela vous coûtera dans 5 ans ou dans 10 ans. Il ne suffit pas de signer un accord et d'aller dormir à la maison. D'accord, merci. Voilà. Il faut qu'une action en justice pour les victimes des gens. Oui, c'est ça j'allais dire. Finalement, personne ne fait le bilan. De côté, combien de victimes, combien de personnes sont mortes, pour qu'au finish, le gouvernement accepte de ne pas remettre en cause les acquis. Bon, et de l'autre côté, les dégâts, les gens qui sont morts et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Je trouve que c'est irresponsable. Et c'est dommage. Il faut qu'on tire des leçons pour éviter ce genre de drame à l'avenir. André Génie-Boudou. Écoutez, bon, la première des choses, c'est qu'il faut saluer, au moins, on va préserver certaines vies si les gens reprennent le travail au niveau de la santé. Mais le regret qu'il faut faire, c'est, bon, Parfait l'a si bien dit, c'est ne pas laisser s'installer la chienlit avant de vouloir soigner. Or, aujourd'hui, malheureusement, bon, on a laissé même les choses les plus simples, mais pouvaient débloquer la situation. Mais la question importante, c'est quand vous avez face à vous des gens en qui vous n'avez pas confiance, ce qu'ils disent, vous n'entendez pas. Or là, c'est le problème du gouvernement à travailler à restaurer sa propre confiance vis-à-vis de ses interlocuteurs. On aurait gagné. Vous savez, il y a des gens, encore une fois, on ne peut pas dire dans une famille que vous n'avez pas à manger si vous voyez des gens qui sont joufflus et gras et pendant que d'autres sont maigrichons. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, il y a des gens qui s'empiffrent pendant que d'autres n'ont rien à manger. Et c'est ça qui crée les problèmes au niveau du gouvernement. Tout ce gâchis pour finalement revenir à des meilleurs sentiments. Et ça, je l'ai dit, et je le répète, si nous n'étions pas en guerre, en état de guerre, mais on n'allait pas parler aujourd'hui de démission de qui que ce soit. Le peuple a pris ses responsabilités entièrement. Imaginez ce qui se passe, le nombre de morts, les centaines de morts, les centaines de gens qui vont avoir des séquelles à vie. Tout simplement parce que le gouvernement a dit qu'il n'allait pas reculer par rapport à sa décision de ne pas respecter ses propres engagements. Parce qu'il s'agit de ça. Le gouvernement a pris des engagements, les travailleurs ont dit mettez en œuvre, ils disent on ne met pas en œuvre. Quel que soit ce que vous avez fait, avec une arrogance et un cynisme vraiment inqualifiable, nous n'allons pas reculer. Et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas le choix, il faut reculer. Moi, le minimum pour respecter les morts, pour respecter ceux qui ont souffert de cette situation, c'est au moins qu'on tire des responsabilités. Qui a fait en sorte qu'on n'a pas trouvé les solutions jusqu'à aujourd'hui? Il y a quelqu'un.
Moi, je n'amène pas tout à la tête de M. Locmar Christian Kaboré. Il y a des gens qui sont responsables, qui ont fait en sorte qu'on n'est pas arrivé à résoudre le problème. C'est ce qu'il y a autant de morts. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Rien. Ça, on appelle ça de l'irresponsabilité transformée en mode de gestion de pouvoir. Merci. Et là, si on n'était pas dans une situation aussi catastrophique sur le plan sécuritaire, mais les Burkinabés allaient dire 2 mois ce pouvoir-là. Merci, Issaka Lengani. On est vraiment pris par le temps, mais on fera quand même un tour à l'international. Parler de cette question des francs CFA et la sortie du président Patrice Talon, qui a affirmé que les réserves donc, des 2 banques, donc des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, estimées à près de 13 000 milliards, donc logés au Trésor français, pourraient être récupérés et ventilés vers d'autres trésors à travers le monde. Alors cette réaction-là a fait quand même aussi surgir un autre débat, c'est le débat du franc CFA. Évariste Conceveau, de quoi exactement il s'agit? Non, il s'agit de la sempiternelle question de ces réserves-là qui sont logées au niveau de la Banque de France, lesquelles réserves garantissent la parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Maintenant, ce n'est pas honnête de dire, parce que ça, ce n'est que 50%, mais les 50 autres pourcents existent. Mais personne ne parle de ça. Même M. Kémy Seba avec ses amis, ces 50 autres pourcents-là sont gérés par la BCAO à travers les banques à New York, dans les banques chinoises et d'autres, parce que c'est des devises. Tous nos pays sont des pays qui importent. Et c'est la question des devises. Si vous voulez importer même les médicaments, je pense que les Burkinabés importent 400 milliards de médicaments. Si vous importez des médicaments, des produits que vous ne produisez pas, il faut avoir la contrepartie en devises. Donc, que l'argent soit logé à la Banque de France ou pas, le problème ne va pas se poser parce qu'il faut bien garantir cet argent. Maintenant, M. Talon, il n'a fait que dévancer. Parce que si vous vous souvenez, M. Bruno Le Maire, qui est le ministre français en charge des Finances, est sorti début octobre pour dire qu'ils étaient prêts pour accepter toute réforme ambitieuse et qu'ils attendaient la décision en fait, de 15 autres pays. Mais ce que Patrice Talon a fait, c'est qu'il a dévoilé un secret, on va dire, que les chefs d'État avaient déjà... Est-ce que c'est un secret? Parce que M. Talon n'a pas un mandat, que je sache. Il est sorti... en solo, il a dit, et vous rendez-vous compte qu'une telle déclaration aussi importante, la BCAO a des instances, l'UEMOA a des instances. Il a fait hors instance. Donc, ce qu'il a dit peut-être, mais son ministre des Finances a tenté d'atténuer en fait pour dire que le président, il a fait juste une analyse de ce qui pourrait arriver les moments prochains quand il aura l'écho et tout ça, mais il n'a pas dit qu'il y a une décision qui consistait à prendre tout le... Il y a un rétropédalage, indirectement par la sortie donc, du ministre des Finances, pour recadrer les choses. Ceci étant, c'est un débat qui est ouvert. Mais en fait, les gens se font des illusions. Comme je l'ai dit, les 50 autres pourcents sont déjà gérés par la BCAO. Voilà. Et les gens, il y a 30 d'autres contre à travers le monde. Oui, on fait croire aux gens que ces 13 000 milliards-là, on va les prendre, venir distribuer. C'est faux. Voilà. Non, André Gède. Non, moi, la question du CFA m'intéresse depuis fort longtemps et je lis les publications des intellectuels africains sur la question du franc CFA. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé le mot juste pour dire que le franc CFA, c'est une servitude volontaire. On a choisi d'être esclave d'un patron sur lequel on ne veut pas se délier. Et un esclave qui ne lutte pas pour se défaire ne peut pas s'en sortir. Et tout le monde sait aujourd'hui que le franc CFA, si le franc CFA n'arrange pas ceux qui utilisent le franc CFA. Je prends un exemple. Vous quittez ici, vous voulez aller en Chine pour acheter quelque chose. Vous devez changer votre franc CFA en euros ou en dollars. Vous arrivez en Chine, vous devez changer ce dollar ou cet euro-là en RMB, la monnaie chinoise, en yuan. Et quand de l'argent vous reste et vous revenez, vous devez rechanger en euros ou en dollars et vous revenez en Afrique, vous changez du CFA. Mais vous perdez presque la moitié de votre argent. Ce que les Africains doivent faire, c'est créer une monnaie qui soit une monnaie d'Afrique et qui soit une devise en même temps. Et le problème est réglé. Mais le problème, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un qui ne veut pas être libéré. C'est aussi simple que ça. Et vous ne pouvez pas croire que ce sont les Blancs qui vont faire le combat à notre place. D'accord. On a des Africains qui sont spécialisés
de faire en sorte que l'Afrique ne s'en sorte pas. Il a dit qu'une chose qu'il faut que je réplique, parce qu'il dit que les Africains doivent créer une monnaie qui soit une devise. La devise, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas la notion de patriotisme. Les principales devises du monde sont connues, c'est le dollar. À moins que les Africains puissent trouver une monnaie. Il y a l'euro, il y a le euro, il y a même il y a yen, il y a tout. Donc, à moins que les Africains soient capables de trouver une monnaie qui reflète une économie assez forte pour être acceptée. Voilà, c'est ça. Donc, et ça, c'est pas, pas le patriotisme. Ça veut dire que l'Afrique mise ensemble, parfait. tous les pays. Voilà. On va prendre le premier téléspectateur et puis on va revenir pour ton avis sur cette question. Alors, M. Alassane Kaboré de Koudougou, sur l'attaque de Semanfo. Monsieur Kaboré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allez-y pour votre intervention. Oui, sur mon intervention, j'ai suivi votre émission. Étant donné l'ampleur de la situation, j'ai jugé bon aussi de donner une opinion qui pourrait être l'opinion d'un citoyen lambda là-dessus. Parce que, bon, de notre analyse, c'est vrai que le terrorisme, les faits terroristes dans notre pays ont commencé depuis fort longtemps, mais cette attaque-là marque une rupture totale. Une attaque sur les civils. Et j'ai écouté les uns et les autres sur vos plateaux. Moi, à mon niveau, la responsabilité de l'État ne peut pas être dégagée. Elle est entière. Il n'y a pas une petite société minière qui peut organiser une sécurité future d'une société minière. Parce que vous voulez, voilà, vous avez des besoins sécuritaires dans un pays donné, c'est à l'État que vous vous adressez. Et ce n'est pas vous qui définissez les modalités, les mises en œuvre de la sécurité. C'est à l'État qui vous impose ces modalités-là. Voilà, même les sociétés de gardiennage privé, là, si vous vous rendez, vous allez vous rendre compte qu'ils demandent d'abord une autorisation express du ministre de la Sécurité avant de pouvoir mettre en œuvre, voilà, qui analysent leur organisation, apprécient leur efficacité avant de les délivrer un certificat pour le faire. Et hier, c'était l'occasion, voilà, l'occasion était bonne, on a libéré quelques blessés à gauche et à droite. Et nous autres qui avons des blessés concernés, on s'est donné la peine d'appeler, apporter nos réconforts à ces malades-là. Et quand vous écoutez les témoignages, voilà, vous êtes maîtris. Parce qu'ils vous disent qu'il y a eu 2 attaques. Qu'au cours de la première attaque, voilà, ceux qui sont blessés ne dépassaient pas 4 personnes. Juste que ce sont les chauffeurs des cars qui étaient concernés, là, qui avaient été touchés. Donc les cars étaient immobilisés. Et que, entre la première attaque et la deuxième attaque, il y a eu environ 1 heure de temps qui s'est déroulée. Voilà. Moi-même, j'allais vous inviter, vous autres journalistes, là, d'essayer de recouper ces informations-là pour apprécier les vérités, afin que l'opinion puisse se proposer. Bon, dans cette histoire de guerre, là aussi, il faut que les journalistes jouent franc jeu. Mais, on ne doit pas passer notre temps. Monsieur Kaboré, il y a une loi qui interdit les journalistes de parler Vous êtes au courant, non? Oui, mais la loi n'interdit pas aux journalistes de... Ah non, bien sûr, attention, nous sommes dans le domaine ici des attaques. La loi dit, mais ici, il y a des faits concrets. Il y a des gens qui étaient sur le terrain, c'est les témoignages qu'on recueille. Moi, j'ai vu sur Internet qu'on a une presse internationale qui a déjà commencé à recueillir ce témoignage-là. Moi, ça m'étonne que sur le plan national, les gens, pour protéger leur propre sécurité, évitent même souvent de prendre des risques par rapport à cette loi. Je n'ai pas dit d'enfreindre une disposition réglementaire qui est en vigueur, non. Mais ici, on peut accompagner voilà, le gouvernement, l'armée, d'une autre façon que d'avoir mécaniquement peur. D'accord. Voilà, même la mobilisation des volontaires qu'on dit. Si chacun veut se dire, bon, écoutez, si je pose le pied là où il ne faut pas, ma sécurité physique sera en jeu. Personne n'a pas allé sur le combat. Sinon, il y a des blessés. Écoutez-les sur le terrain. Ils vont vous dire qu'au cours de la première attaque, il y a eu seulement 4 ou 5 morts. Que le carnage même est arrivé parce qu'au cours de la seconde attaque, là, ils sont venus tomber pendant que les gens étaient en train d'apporter leur réconfort à quelques blessés. Donc, ils ont fait le plus grand des dégâts. Et quand vous regardez le lieu de l'attaque, et il y a entre le lieu de l'attaque et le poste militaire le plus proche, il y a que 28 km. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une attaque puisse avoir lieu et que pendant 1 heure, à 28 km d'un poste militaire, personne ne soit venu? Moi, je comprends. Ils ont payé un groupe, on ne les jette pas en partie. La réalité est là. À un certain moment, il faut attirer l'attention des uns des autres. Merci, M. Kaboré. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que M. Kaboré a dit sur 2 points. La première des choses, c'est qu'aucune personne d'entre nous n'a dégagé la responsabilité de l'État. Au contraire, on a dit que la sécurité des Burkinabés incombe avant tout d'abord au gouvernement et à l'État. Personne n'a dit le contraire sur notre plateau. La deuxième des choses, quand il dit qu'il faut que les journalistes jouent franc jeu, mais est-ce que lui, il sait toutes les misères que les journalistes sur ce plateau, qui viennent sur ce plateau-là, mettent au jour le jour leur vie en danger pour parler de ce qu'ils disent? Peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais il y a des gens qui sont chaque fois intimidés. Il y a des gens qui sont chaque fois menacés.
Mais on vient chaque jour pour parler des problèmes de la nation parce que nous pensons que c'est notre rôle aussi de parler. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'ils découragent beaucoup les journalistes qui viennent parler sur ce plateau parce qu'il y a des gens qui sont menacés. Évariste. Non, moi je voulais revenir sur la monnaie là, je ne sais pas si je pourrais. Parce qu'en fait, voilà un exemple, je ne crois pas à la monnaie africaine, pourquoi? Voilà un pays, voilà un pays qui a attaqué. Depuis que le Burkina a attaqué, qu'est-ce que le pays membre de l'UEMOA ont fait pour venir en aide? Même le Mali, le Niger, n'en parlons pas de la monnaie. Moi je ne sais pas, il y a un problème en fait. D'accord, on prend le deuxième intervenant et puis après on vient parfait pour son intervention. Monsieur Adama, qui appelle la Côte d'Ivoire, c'est le même sujet, l'attaque du convoi de Sémaphore. Monsieur Adama. Oui, bonjour messieurs. Bonjour à vous. Effectivement, voilà, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Je voudrais effectivement intervenir par rapport à l'attaque du convoi de Sémaphore. Merci. Il faut dire que nous avons appris cette information étant en dehors de notre pays. Donc nous voulons tout d'abord saisir cette occasion pour adresser toutes nos condoléances au peuple burkinabé et en particulier aux familles des personnes disparues. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin dans ce pays-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces genres d'attaques-là ne se répètent plus. Personnellement, j'ai suivi un peu le discours du chef de l'État, invitant les volontaires à s'inscrire. Je crois que cela, je souhaite ne pas tellement polémiquer autour de cette question. J'estime qu'il maîtrise bien sûr le contour et que c'est même dans ses responsabilités. Cependant, nous aurons aussi peut-être souhaité qu'il voit la question de la réconciliation. Parce qu'à mon humble avis, cette question n'est pas seulement militaire. Les Burkinabés ont besoin de se réconcilier tout d'abord entre eux et de se sentir tous concernés par ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Il y a un certain temps où on tentait de faire comprendre qu'en fait, il n'y avait que les hommes politiques qui étaient divisés. Je dis non. Si les hommes politiques sont divisés dans un pays, ça y va du soit que la population soit divisée par rapport à certaines questions. Donc, ce que je souhaite ajouter, comme je disais, il est bon qu'en dehors de la question militaire, le chef de l'État voit comment il peut impliquer vraiment toute la population sans aucune discrétion. Que la question de la réconciliation ne soit pas prise après le mandat de 2020, qu'il s'y attelle dès à présent. Je crois que sincèrement, cela pourrait être une solution bénéfique pour tout ce que Burkinabé a besoin de se réconcilier. Monsieur Adama. Et aussi pour faire face à l'attaque terroriste. Monsieur Adama. Oui. Quand vous parlez de la question de réconciliation, vous attendez quoi par là? Concrètement, à quoi vous pensez quand vous dites la réconciliation? Le chef de l'État, il convoque les Burkinabés, il leur dit, bon, réconciliez-vous. Ou bien, qu'est-ce que vous entendez par là, concrètement? Oui. Je crois qu'il y a aujourd'hui, je n'ai pas une formule magique, mais à suivre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, j'ai comme l'impression que la question de la réconciliation est relevée au second plan. Comme je dis, parce qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme, ce qui nous incombe, c'est les questions militaires. Les Burkinabés aujourd'hui sont divisés. Et je pense que dans ce qui est en train de se passer présentement, il y a des Burkinabés qui ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans leur propre pays. Je pense que la réconciliation peut être un élément essentiel pour que ce pays-là retrouve la sécurité et la paix. Parce que les fils de ce pays-là sont bel et bien divisés. D'accord, merci bien, monsieur. Voilà, merci d'avoir appelé. Je ne veux pas rentrer vraiment dans certains débats politiques. Ok, merci d'avoir appelé depuis Abidjan pour cette intervention. J'ai utilisé un mot divisé qui est très important parce que Eugène n'a pas relaté pour expliquer en fait l'appel à la fibre patriotique dans le discours du chef de l'État. C'est vrai, à l'époque coloniale, tout le monde était soudé contre le colon. Pendant la guerre de 1974, tout le monde était soudé contre un ennemi. Mais cette fois-ci, si on est divisé, comment est-ce qu'on peut affronter un ennemi? Maintenant, la réconciliation, c'est vrai. Tout le monde en parle, mais c'est la modalité. Et moi, je trouve qu'il faut trouver un mécanisme vraiment endogène. Parce que quand on met des questions comme vérité, justice et réconciliation, moi, je suis d'accord. Mais la justice, comment on l'a fait? Si c'est la justice classique, parce que tous ceux qui sont partis, il faut le dire, ce n'est pas des faits judiciaires, des dossiers judiciaires qui les ont fait partir, c'est des dossiers politiques. Donc, il faut beaucoup... Moi, je pense qu'il faut réfléchir sur ce... Maintenant, le problème, c'est le mode opératoire. D'accord, voilà. Parfait. Ensuite, on revient sur le franc CFA, la sortie de Yahi Boni. Très rapidement, parce qu'il nous reste que quelques minutes. C'est une sortie hasardeuse. Du président Talon. Oui, quand vous regardez, il s'exprime sur une question qui est très technique, mais qui n'est pas arrivée là où un chef d'État devrait parler. Parce qu'il dit le Bénin a décidé de faire...
Non, mais le Bénin est dans un espace. Je ne pense pas, avec des instances, je ne pense pas que si on doit arriver à un retour des réserves, là, ce n'est pas un pays qui parle. Hein. C'est la BCAO, c'est l'UEMOA, ce sont des institutions qui parlent. Maintenant, j'ai dit, la chose la plus importante, il faut que les Africains sachent que si nous devons sortir du CFA, là, ce ne sera pas avec la joie des Français. Il faut qu'on le sache, cette monnaie-là, nous devons travailler, nous devons lutter pour arracher son indépendance. Sinon, ce n'est pas... Il faut travailler sur Oui, il faut qu'on puisse travailler. Et il faut qu'on puisse dire une chose, c'est l'économie qui fera qu'on aura une grande monnaie. Ça, c'est très important. Mais est-ce que la question qu'on pose ici, les 13 000 milliards qui sont donc logés au Trésor français, est-ce à dire que si on les retire du Trésor français, c'est pour les ramener où? Dans d'autres trésors. Oui, dans d'autres trésors, mais est-ce qu'on résout le problème? Non. C'est toujours notre argent qui n'est... L'argent n'est toujours pas là. Il faut garantir. Il faut toujours avoir... Mais je pense que donc, est-ce que ce n'est pas une fausse guerre qu'on fait au Trésor français ou au français? C'est très important. Si c'est pour encore envoyer ce même trésor ailleurs, oui. À quoi bon faire une guerre peut-être pas justifiée à la France? Moi, je crois que mon voisin a utilisé un mot, une pétro, qui n'a pas ressorti lui-même. Il a parlé d'une déclaration populiste. Il n'a pas osé la sortir. Pourquoi, je ne sais pas. Mais sinon, effectivement, la déclaration de Yahi Boni est purement populiste. Talon, Patrice Talon. De Talon. Voilà, que M. Yahi Boni m'excuse. C'est vraiment une décision populiste. J'ai l'impression que quelqu'un qui veut se mettre à l'air du temps, sous le prétexte d'être un chef d'État jeune dans l'air du temps, etc., c'est ça qui me donne comme impression. Mais ça... De mon point de vue, la question de la monnaie, il faut que les Africains cessent de croire qu'il s'agit d'une bataille contre la France. Je crois que ce n'est pas ça. C'est se tromper carrément du sujet que de croire que la question de la France CFA, c'est une bataille contre la France. Non. C'est une bataille pour nous-mêmes d'abord. Elle est plus technique. Oui, elle est d'abord pour nous-mêmes d'abord. C'est pour nos économies, c'est pour nos États, c'est pour nos populations. Avant d'être contre un éventuel adversaire qui sera en face et qui serait là pour nous exploiter. Moi, je crois qu'il faut changer carrément de paradigme, quoi. Ce n'est pas une guerre contre la France. Non, mais pour moi, je soutiens. Ok, on prend le dernier téléspectateur qui appelle. C'est M. Ibrahim Guira, je pense. M. Ibrahim... pas M. Guira. Alors, on prend le téléspectateur. Vous vous présentez. Ok. Bonjour, Monsieur Digbe Sébastien. Ok. Ah oui, Monsieur Digbe Sébastien, d'accord. Allez-y, vous êtes à Ouagadougou. Oui, d'accord. Allez-y pour votre intervention. En fait, d'abord, je voudrais dire merci. D'accord. Mais je parlerai d'abord de la sécurité de la population. D'accord, allez-y. Avant tout intérêt au niveau du Burkina, il faut que le président repense aux intérêts, c'est-à-dire à la sécurité du Burkina Faso. Je vais dire, on a des hommes compétents qui sont dans les prisons. Je parle de Djenieré, je parle de Basselé, je parle de Auguste Barry, et aussi demander à ce que le président Blaise Compaoré puisse revenir, ainsi que Zida. C'est-à-dire que c'est la sécurité de la population qui est en jeu. Laissons toute divergence politique. Quand on parle de recrutement, quand on a licencié des gens, des militaires, tout récemment, des policiers 24, et puis encore recruter des volontaires. Je veux qu'on pense vraiment à l'intérêt général de la population du Burkina Faso. Et laissons tout politique. Aujourd'hui, on va libérer Djenieré à cause de en vous disant que, bon, c'est mon même opinion, il va en vouloir à leur pouvoir, ainsi que les militaires qui sont radiés. Ceux-là, ils sont là. On ne peut pas les faire appel pour libérer le pays. Ce sont des guerriers qui ont été formés et les policiers qui ont été radiés. Et encore, on veut faire appel aux volontaires. J'aimerais qu'on soit un peu sérieux. Quand on pense à la vie de la population burkinabé, laissons la politique à côté. C'est le peuple qui est en danger. C'est le Burkina Faso qui est en danger. Appelons toutes les filles et les fils dans ce contexte, ceux qui sont en prison, qu'on les fait appel pour qu'ils viennent libérer le pays. Et s'ils finissent, on peut les remettre en prison. Les militaires radiés, qu'on les fait appel. Ces gens sont là. Où allons-nous? Vraiment, ça, vraiment, je veux que nous, les Africains, on pense à l'intérêt général. Merci, monsieur Digbe, pour votre coup de gueule. Merci d'avoir participé. On est au thème de cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu prendre d'autres, par exemple, M. Abdraman Tou, qui appelait de Ouaga, M. Soma de Nyangologo, M. Seydou Ouedraogo Ouaga, Franck Sia, Ouagadougou, Ibrahim Guira, Ouagadougou, tous voulaient intervenir sur le même sujet. Donc,
on n'aura pas perdu parce qu'on en a suffisamment parlé, même si on ne l'a pas épuisé. Merci à vous d'avoir donc appelé, merci d'avoir voulu donc intervenir. On était donc avec Issaka Lengani, le journaliste, directeur de publication de l'opinion qui paraît désormais en ligne, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles, Évari Fossin Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme. Enfin, Parfait Siliga, journaliste, analyste. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.